Madagascar. Je vais juste faire donc un survol. Donc auparavant, si Madagascar est subdivisé en 5 zones climatologiques, en 2013, on a 10 zones climatologiques, après les 5. Et même si on a ces 10 zones climatologiques, si je ne parle que de Tantananarive, par exemple, si on parle d'Analamanga, Analamanga a différents climats. Donc si on va à la Sour, le climat de la Sour est différent du climat d'Amboudjachim. Donc climatologiquement parlant, avec toutes les normales climatologiques, Analamanga a 6 zones topoclimatiques. Donc, généralement, dans tout Madagascar, on a différentes zones topoclimatiques. La dernière subdivision, donc, c'est 40 zones topoclimatiques. Donc, si on survole donc, l'histoire de la climatologie de Madagascar. Par rapport à la précipitation donc, varie du janvier au décembre, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mais on trouve plus de précipitations au mois de janvier et on a donc un climat plus sèche durant les mois de septembre. Donc moi, je suis venue avec quelques chiffres. Nous avons un maximum de précipitations à l'est avec 3700 mm annuels, climatologie annuelle, hein, et 500 mm à l'est. Donc le septembre est le plus aride, le plus sec, et janvier est le plus humide. Par rapport à l'insolation, nous avons toute l'année le soleil disponible pour nous. Donc avec quelques chiffres, on a une exposition de 190 à 310 heures par mois à Madagascar, donc quelque chose d'exploitable. Et dernière slide sur les informations sur la climatologie de Madagascar, c'est par rapport à la richesse des vents et des roses de vent à Madagascar. Mais l'exploitation du vent à Madagascar, on peut les faire surtout dans la région Anoussi et dans la région Tiana, avec un vent de 9 mètres par seconde à Savaï et à Tiana. Pourquoi tous ces chiffres? Parce qu'on avait l'habitude de planifier en fonction des désastres, en fonction des catastrophes. Et la majorité de nos planifications donc, se base sur des catastrophes. Même si on fait des plans de contingence, généralement ce sont des activités post-catastrophes. Donc là, qu'est-ce que nous voulons faire? C'est faire connaissance que le climat n'est pas un désastre, c'est une ressource. Et donc c'est juste donc une illustration de toutes ces ressources. À Madagascar, les ressources d'origine météorologique sont disponibles de janvier en décembre. Pourquoi ne pas les exploiter? Mais quand même, si nous avons des catastrophes naturelles ou bien des phénomènes extrêmes liés au climat, ça ne dure plus que 2 mois à Madagascar. Donc, qu'est-ce que nous en faisons des 10 mois restants si on se fie donc sur les 2 mois? Donc, c'est juste là donc un petit partage. Donc, par rapport à la potentialité de Madagascar, si on ne parle seulement que du secteur énergie, donc je parle du secteur énergie, à Madagascar, nous avons une ressource de 330 000 km3 par an d'eau pluviale. Mais ici, nous osons dire qu'il y a une insuffisance en eau à Madagascar. Il y a de l'eau, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a la mauvaise gouvernance de l'eau et la mauvaise gestion de l'eau. Par rapport à la potentialité hydroélectrique, si je veux dire, nous avons une puissance à peu près de 278 MW, mais seulement les 1/30 sont exploités. Et les 1/30 exploités, donc seulement moins de 15% de la population de Madagascar en bénéficie. Par rapport aux ressources éoliennes, nous avons donc les vents de 8 mètres. Donc on peut atteindre 5 à 7 mètres par seconde pour
une satisfaction en énergie, surtout dans la région Anoussi et dans la région Sava et Tiana. Par rapport aux ressources solaires, nous avons si on veut se fier donc à un besoin énergétique, on peut avoir jusqu'à 1950 kWh par mètre carré d'énergie solaire à Madagascar. Et si seulement donc pour des besoins en énergie, par exemple des cuissons et tout ça, on peut avoir 2800 heures d'énergie solaire pour la cuisson. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes riches en termes de ressources d'origine météorologique. Pas seulement des ressources d'origine météorologique, mais d'autres ressources aussi, donc des ressources d'origine biologique ou autres, parce qu'on avait l'habitude de dire toujours donc énergie de biomasse et ainsi de suite. Donc là, on a partagé donc quelques chiffres. Par rapport à ce qui se passe à Madagascar, si la dégradation des forêts, si la dégradation de l'environnement, si les infrastructures donc continuent comme ce que nous faisons depuis, à partir de 2025, Madagascar ne sera plus un puits de carbone. Nous allons devenir donc un émetteur. À partir de 2025, d'après les chiffres qu'on a ici, donc en 2025, nous ne pouvons séquestrer que 1774 équivalents tonnes de carbone. Seulement ça. Donc si il n'y a pas donc de changement de paradigme, et à partir de 2030, on sera vraiment un pays émetteur. Par rapport aux documents stratégiques disponibles à Madagascar, pour mettre en œuvre les contributions déterminées au niveau national 2022-2030, il faut 21 milliards de dollars. Donc, les risques sont grands. Les conséquences du changement climatique sont grandes. Les enjeux sont grands. La vision est grande. Là, donc, on voit la mobilisation de fonds nécessaires. Il faut 21 milliards de dollars pour pouvoir survivre. C'est là qu'on fait appel à des idées innovantes. Et où est-ce qu'on peut chercher les idées innovantes? C'est chez l'université, les chercheurs, les académiciens et tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du financement? Dans le monde entier, donc le seul secteur qui a un mécanisme de financement, c'est le changement climatique. Donc, il y a un mécanisme de financement du changement climatique, c'est-à-dire tous les secteurs sont obligés d'intégrer le changement climatique dans leur planification pour pouvoir bénéficier des supports financiers, des supports techniques. Et qu'est-ce qui se passe? D'après les informations que les directeurs de banques multilatérales nous ont communiquées, ce qui se passe, ce n'est pas le manque de financement. Donc, je cite la phrase. L'obstacle majeur à une hausse d'investissement dans les infrastructures et dans les économies émergentes et en développement n'est pas le manque de financement. Le financement existe. Donc, si je donne par exemple un exemple du GDP, un fonds de GDP de 100 milliards de dollars, jusqu'en septembre 2023, il n'y a que le Sénégal qui a réservé 2,7 milliards. Donc, les restes, qui est-ce qui vont utiliser les 90 milliards restants? Donc, ce qui manque, il n'y a pas une réserve insuffisante de projets susceptibles d'être financés. Donc, ce que nous sommes venus ici, c'est vous inciter à écrire, à inventer, mais quand même, nous tenons donc notre main pour vous guider un peu. Qu'est-ce que vous devez faire pour que vos projets soient bancables? C'est un peu dans ce sens. Donc, le fonds existe, mais premièrement, nous ne savons pas où est-ce qu'on va prendre les fonds et après, quels sont les chemins à suivre. Et je vais vous illustrer par quelques chiffres. Si en 2011, il n'y avait que 364 milliards de dollars mobilisés, en 2021, donc, c'était 850 milliards. Et chaque année, donc, les fonds ne sont pas décaissés généralement.
seulement une partie des fonds seulement sont décaissés. Donc, ceux qui gèrent les fonds climatiques ont aussi des difficultés parce que lorsqu'on gère les fonds, il faut les décaisser. Donc, on vous incite, je reprends, de donner, de créer, de chercher et d'innover, d'élaborer des projets innovants et susceptibles d'être financés. Par rapport à la répartition régionale des financements climatiques dans le monde de 2011 à 2021, si nous regardons l'Asie-Pacifique et l'Afrique subsaharienne, nous avons donc deux proportionnalités bien différentes. Donc en Asie-Pacifique, 93% des fonds sont domestiques et seulement 7% sont internationaux. En Afrique subsaharienne, tout ce qui est financement, seulement 18% sont gérés domestiquement, mais les 82% sont gérés par l'international. Qu'est-ce que ça veut dire? Les pays d'Asie du Sud-Est, ils ont intégré le changement climatique dans leur planification et ont opté pour une bonne gouvernance financière. Comme ça, ils peuvent bénéficier des financements du climat. Et généralement, pour les pays en voie de développement, les financements du climat sont généralement des subventions. Des subventions. Donc, pour les porteurs de projets, donc, on n'évalue pas les diplômes, on n'évalue pas le statut, on n'évalue pas les origines, les pays d'origine ou autres. On évalue seulement est-ce que le projet est susceptible d'être financé, est-ce que le projet est bancable. Le projet est bancable, il y a deux conditions. Si ça rejoint donc les axes stratégiques du Plan national d'adaptation de Madagascar, donc si ça contribue donc à tous les axes stratégiques de la contribution déterminée au niveau national, version numéro 2 de 2, et dernière condition, donc qui est spécifiquement pour le porteur de projet, c'est la bonne gouvernance financière. Donc là, peut-être vous avez compris pourquoi nous ne bénéficions pas. Donc si on ne peut pas mobiliser les fonds pour le secteur privé, on peut mobiliser des fonds pour le secteur public, on peut mobiliser des fonds pour le secteur privé. Donc à titre d'illustration, les 50% des financements climatiques viennent des privés. 50%. Et par rapport à tout ce qui est atténuation, nous sommes obligés de faire des activités d'adaptation. Mais les secteurs privés surtout, je parle des secteurs privés, la transition vers la transition énergétique est impérative. Ce n'est plus un choix. Et par rapport au financement, si nous regardons les financements alloués à la transition énergétique, l'année dernière, ça coûtait 346 milliards de dollars. Et la majorité de ces fonds donc, ont été alloués pour les secteurs privés. Donc, mes recommandations, donc pour les chercheurs, on peut soumettre vos résultats de recherche, mais vous ne pouvez jamais accéder à des financements sans que vous intégrez le changement climatique. Parce que seul le changement climatique a un mécanisme de financement. J'ai formulé quelques recommandations qui n'est pas vraiment le mien, mais c'est une recommandation globale ou bien des recommandations de tous qui sont bailleurs de fonds des financements climatiques. Donc, il y a 4 recommandations. Première recommandation, il faut adopter des stratégies sectorielles holistiques. Donc, je n'ai pas touché aux phrases. Hein. Donc, ce sont des phrases conventionnelles. Les angles morts actuels de notre réponse au changement climatique doivent être reconnus et traités. Les cas diffèrent d'Afrique à Madagascar, du nord au sud d'Andjou, à Anoussi, de Diana, ça va. Donc, chaque idée innovante pour chaque secteur, pour les communes, donc tout est innovant. Et là, donc, on pose notre espérance, on pose donc toute notre espérance aux chercheurs, aux futurs chercheurs, à l'académie et à l'université.
mais quand même, nous tenons toujours notre main pour les guider. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder au fonds? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vos projets soient bancables?